Salut tout le monde! Aujourd'hui, le repêchage 2025, ça ressemble drôlement à 2022, 2019, 2017, puis d'autres repêchages un peu obscurs où c'est difficile de savoir qui va finir par sortir premier. Donc, on en parle maintenant. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Yeah, ça va bien, ça va bien. Content d'être avec PO et Noah encore avec nous autres pour ce show-là. Ça va être bon. Oui, donc on reprend un peu là où on l'a laissé, la série des espoirs. C'était très intéressant. Puis là, moi, ça m'a porté un petit peu un problème parce que là, je suis en train de me demander qui va finir par sortir premier dans ce repêchage 2025. On a Matthew Schaefer qui, honnêtement, là, les gars, il est écœurant. Là. C'est sûr que le seul problème pour le Canadien, c'est que c'est un gaucher. C'est un défenseur gaucher. S'il était droitier, c'est sûr que c'est le premier à être repêché devant James Higgins, devant Porter Martin, devant même un gars comme Misa. Mais suite à tout ça, là, j'ai quand même un problème. Là. Les trois premiers, 1, 2, 3 en ce moment, Higgins, Martin puis Schaefer. Lequel sort en premier? Pourquoi? Et là là, c'est comme demander l'œuf ou la poule. Ouais. Je te dirais que cette année, il y en a qui vont avoir la main heureuse. Là. Le top 5, présentement, c'est pas coulé dans le béton. Donc, il va falloir que les recruteurs fassent leur job vraiment scruter à la lettre. Puis après ça, ça va être probablement une question de goût. Parce que de voir nécessairement, bon, lequel que je préfère sur ma liste, lequel qui fit plus dans mon organisation. Moi, parlez-moi de Misa puis Higgins, je vois des étoiles. Parlez-moi de Roger McQueen présentement, puis je veux rien savoir. Fait que, tu sais, ça va être un peu là, tout ce qu'on va chercher, un peu comme dans le film Draft Day, où ce qu'on va aller même vérifier. Y a-t-il des amis à son party d'anniversaire, qui c'est qui est là? Ça va être rendu là. Fait que, juste, on en parle des fois, hein, les joueurs, c'est pas quand le scout va voir, il ne regarde pas seulement là, le talent, mais il va aussi regarder comment il fait quand il y a un but ou qu'il y a une passe. Qu'est-ce qui se passe quand l'équipe gagne ou quand l'équipe est en train de perdre au niveau de l'attitude au banc. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Tu as raison, PO. De plus en plus, même. Oh, oui, vraiment. Noah, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ben, en même temps aussi, comme vous avez dit, les recruteurs font beaucoup plus que regarder des matchs. Souvent aussi, il va avoir la chance, le recruteur va avoir la chance de parler des fois avec l'entraîneur-chef, l'entraîneur adjoint de temps en temps, puis des fois même avec le joueur lui-même, d'aller juste piquer une jasette, dire ah comment t'as trouvé ton match, tout ça. Des fois, ça donne une bonne réflexion sur aussi comment le joueur s'évalue. Parce que je pense que c'est important d'avoir des joueurs de nos jours, d'être capable de bien s'auto-évaluer. Je pense que c'est un apprentissage aussi. Parce que c'est pas vrai que c'est parce que tu as fait des points que tu as nécessairement joué une bonne game. Oui. Puis c'est important de nos jours. Pour revenir à ta question, je pense qu'on n'a pas le choix de donner à Higgins qui revient à Higgins pour être premier au total. Ça reste que c'est un gars qui a planté 22 points en cette partie au moins de 18, ce qui est très, très bon. Puis, avec le programme national américain, il en a fait 102 en 58 matchs. Donc, ça reste que c'est un centre qui, on sait, les joueurs de centre sont privilégiés dans la Ligue nationale. C'est un poste clé. Puis là, présentement, malgré qu'il y a juste un but en 12 games, il y a quand même 14 passes. Fait ce qui donne une quinzaine de points. Mais il joue quand même avec Leonard, il joue quand même avec Perreault, encore une fois, cette année, avec Boston College. Il est bien entouré, le jeune Higgins. Là. C'est sûr, mais il faut toujours regarder aussi
comment la distribution des points sont faites. Tu sais, on regarde Ryan Leonard qui a quoi, 2 ans déjà de plus De plus. que Higgins. Oui. Il a 11 buts. Tu sais, c'est lui, on passe la rondelle à Ryan Leonard pour ce qu'il score. C'est Ouais. un peu comme on faisait avec Cole Eiserman et James Higgins, c'était le même principe. Tu avais Higgins le passeur qui passait à Cole Eiserman sur le côté droit pour qu'il soit son one-timer. Donc, il faut tout le temps faire attention. C'est ça que Perrault, là, tu regardes, c'est un peu le mix des deux, là, mais ça reste que c'est des joueurs dominants, certes, mais il faut faire attention aussi avec qui score pas, parce qu'il y a les dynamiques de trio. Ça aussi, les recruteurs regardent ça. Comment un trio fonctionne. Est-ce que c'est le joueur qui rend les autres meilleurs? Est-ce que c'est chaque joueur qui sont bons chacun, qui se rendent meilleurs entre eux? Les dynamiques de trio, c'est rendu très important, là. Ouais, clairement. Toi, Julien, as-tu une préférence en ce moment quand on regarde à tête opposée? Le gars de 5 pieds 10, centre, l'ailier droit 6 pieds 3, 200 quelques livres dans Porter Martin, ou le défenseur étoile on compare déjà au prochain Miro Escanen, là? Mais écoute, pour moi, malheureusement, encore, tu sais, je trouve dans la peau du Canadien un peu, là, c'est le joueur de centre, là, pas le choix, là, en ce moment, là, faut que tu ailles dans cette direction-là à 100%. Quoique, Martin pourrait quand même rester quelque chose d'intéressant s'il peut, tu sais, justement, utiliser son corps de la bonne façon pour le CH, là, de façon très plus intense, émotive, puis en tout cas, il y a peut-être un côté de son jeu là, qui fit très bien dans les besoins que le Canadien a, mais ne serait-ce que, oublie ça, là, en ce moment, je pense que Higgins comme Noah vient de si bien nous dire, ça reste probablement le joueur le plus safe à targeter dans ce trio-là. Son plancher est très haut, ça c'est vrai. Oui. Mais il ne faut quand même pas oublier que à part si Porter Martin était un centre, c'est lui le premier probablement, là. Ouais, C'est je pense pas mal que oui. sûr. C'est ce qui Ouais, fait c'est- un peu là, ma prochaine question qui est, si on fait un retour en arrière, on va revenir à 2022 rapidement, là. Le premier joueur qui a été repêché cette année-là, on s'attendait tous que ça soit Shane Wright ou même Logan Cooley, qui étaient tous les deux des centres. Puis Oui. finalement, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Juraj Slavkovski, repêché premier. Ensuite, un défenseur droitier, Simon Nemec. Puis après, on a eu les deux centres. Est-ce qu'on pourrait voir un Porter Martin, Matthew Schaefer, suivi des deux centres, c'est-à-dire Higgins et Misa? Ça se peut, là. Tout dépend qui va repêcher à ces rangs de repêchage. Là, on s'entend. Là, ça se peut que ce soit Pittsburgh, ça se peut que ce soit Nashville, qui soit à ces rangs-là, ce qui est un non-sens à mon avis. Beaucoup de possibilités. Ben oui, exactement. Mais quand on regarde 2022, il y a eu beaucoup de hit and miss, on dit en anglais. Là, donc, des choix qu'on pensait potentiellement être meilleurs que ce qui sortent en ce moment. Déjà, on voit Jiricek. Il semble être moins bon que ce qu'on pensait. Mathieu Savoie. On peut penser aussi à. Ben, tu sais, même Rutger McGuarty, c'est pas un mauvais joueur, mais je veux dire, c'est pas. Est-ce qu'il va être meilleur que Lekerimaki? Va-t-il être meilleur que Leon Bichel? Il va-t-il être meilleur qu'un Miro Shnichenko? Excusez-moi, Miro Shnichenko. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, c'est un peu compliqué, là. Fait que, quand tu regardes le top 30 de 2022, j'ai l'impression qu'il y a une ressemblance avec ce qu'on voit en ce moment. Mais il y a un aspect aussi que, tu sais, si c'est Porter Matone puis Matthew Schaefer qui sortent dans les deux premiers, les choix 3, 4 et 5, les équipes vont se ramasser avec des bons joueurs quand même. Puis tu as tout à fait de raison de dire que Porter Matone, tu le mets centre, il sort premier demain matin, c'est un bœuf, il est vraiment exceptionnel dans ce qu'il fait. Oui. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est... T'sais, on peut pas se projeter dans le futur, mais j'ai vraiment hâte de voir qui va avoir la main heureuse avec le boulier. Admettons que c'est des équipes telles que Montréal, Chicago, ben on commence à être déjà bien entouré à certaines positions. Donc, on va y aller avec le meilleur joueur disponible, mais à la position qu'on a besoin. Je te donne un exemple. Si c'est les Blackhawks qui ont à choisir premier, on a déjà Connor Bedard comme premier centre. Donc, logiquement, ça serait logique d'aller chercher un Schaefer ou un Porter Matone.
Si c'est le Canadien, présentement, on a déjà un Ivan Demidov qui risque d'être l'étoile montante à l'aile dans les prochaines années. Donc, logiquement, on devrait aller chercher un Hagens ou un Misa. Tu sais, c'est des logiques avec le meilleur joueur disponible présentement. Mm-hmm. Donc, toi, dans ton avis, ils sont pas mal équivalents. C'est juste la position où ils sont font en sorte qu'ils vont sortir différemment. Ouais, mais c'est ça. Cette année, c'est pas comme l'an passé où tu avais, OK, c'est Malcolm Celebrini. OK, c'est tel joueur. C'est vraiment, il y a plus c'est plus serré, il y a plus de disparité au sein de la première ronde, ce qui fait qu'il n'y a personne d'établi comme étant le joueur numéro 1 jusqu'à maintenant. Puis, honnêtement, moi, ça fait mon bonheur pour quelqu'un qui aime ça regarder les prospects, ben, t'es capable de te dire, tu sais, chacun va essayer de se démarquer tout au long de l'année pour s'améliorer, pour faire grimper son rang de repêchage. Puis, ben, je suis sûr que Noah, dans les prochaines semaines, va nous sortir des gars qui pourraient être des sleepers. Puis ça aussi, c'est tout le temps le fun à regarder. Des gars qui vont monter, des gars qui vont glisser. Donc, non, voilà. C'est un peu ce que j'allais ajouter, PO. Là, je trouve ça drôle parce que, tu sais, c'est-tu le genre d'année où on peut se ramasser que là, on regarde un top 30, puis finalement, il y a peut-être 2 noms qui vont arriver dans ce top 30-là. Il y en a un qui va arriver, il va glisser top 3 comme un Beckett Seneke, puis il y en a un autre qui va se ramasser top 15 avec comme un Jet Luchenko. Je pense qu'il est sorti 17e, là, mais tu sais. C'était des gars qu'on voyait pas venir nécessairement dans une première ronde qui, écoute, dans 2 mois, 2 mois et demi, quand maximum. À peu près les scouting reports de playoffs sont sortis, puis ici, puis ça, puis écoute, là, ils sont montés en flèche dans les rankings. J'ai l'impression que ça pourrait bien arriver cette année aussi, là. Ouais, mais il faut faire attention avec ces types de joueurs-là qui sortent de nulle part, là. 100% d'accord avec toi, mais quand même. C'est très... Ben, moi, j'ai jamais caché que Beckett Seneka, c'était pas mon joueur, là. On l'a vu à la liste de l'année passée, je l'ai sorti 31e, mais bon, il faut faire très attention aux séries éliminatoires. Comme j'ai dit, il faut faire attention à qui joue, surtout. Et le championnat mondial junior dit beaucoup de choses. Sincèrement, c'est le tournoi que tout le monde regarde. Le Linka Gretzky, c'est juste un échauffement, on va dire, là, de regarder qu'est-ce qu'il y a pas. Là. Mais les joueurs qui jouent à 17 ans, qui sont dominants au championnat mondial junior, généralement, ils finissent premier ou deuxième. Tu sais, on regarde à Yassi Poliarvi, il a connu un championnat mondial junior dévastateur avec Patrick Laine puis Sébastien Aho. Bon, 2 joueurs aussi qui étaient très, très bons, là, mais on va sortir. Pouilly-Harvey est sorti 4e. Et de ce que j'avais comme info aussi, l'année de repêchage de Pierre-Luc Dubois aussi, 2016, je pense que certains clubs, dont les Oilers d'Edmonton, s'ils voulaient s'avancer à 3, ils auraient repêché Pouilly-Harvey à 3 aussi, pareil. Donc, je pense qu'il y en a même qui voyaient Pouilly-Harvey comme deuxième. Je dirais pas quel club, mais il y en a qui voyaient deuxième aussi Pouilly-Harvey parce qu'il a connu un championnat mondial junior extraordinaire. Donc, c'est ça le problème. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est disons que le Canadien repêche au 5e. Donc, on s'entend, le top 4 est pas mal réglé, là, mais à moins qu'il y ait des surprises, c'est pas mal le top 4 qui va sortir. Mais par la suite, là, vous savez, 2019, regardez qui a été repêché 2e, 3e, même on peut aller jusqu'à 8-9. Là. On voit Capo Caco, Kirby Duck, Bowen Byram, Alex Turcotte. Hop, on a un Moritz Seider qui sort en 6e position. Ensuite, Dylan Cousins, pas un mauvais joueur, mais après ça, Philippe Broberg, Trevor Zegras. Puis pour finir, Pod Colzin en 10e position. Ça Destrom non plus. Ben non, c'est ça. Puis tous ces joueurs-là, on les regardait, puis on se disait, ah, wow, ils vont être écœurants, ils vont être bons. Là. Tu sais, Kirby Duck, il est gros, il est grand. Capo Caco, il a été bon là, à son année de repêchage. Bowen Byram, c'est pas un mauvais défenseur offensif, mais c'est pas non plus le top élite qu'on pensait. Il y a eu beaucoup de blessures pour Byram. Oui, effectivement, mais tu sais, ça, on n'est pas à l'abri de rien. Même chose pour Kirby Duck. Là. Puis là, quand je regarde 2025, j'ai peur un peu à la même situation. Roger McQueen, Ryabkin, Malcolm Spence, Caleb Desnoyers, puis Logan Hensler, tous des joueurs qui sont supposés dans le top 10 qui, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire dans un avenir prochain. Là.
C'est ça, mais il faut qu'on remette en perspective aussi. Philippe Robert, quand les Oilers sont allés le chercher, c'est parce qu'il y avait un besoin puis ils ont fait un reach. Oui. Même chose pour Goldzin. Je pensais pas, en tout cas moi personnellement, pour Goldzin, j'avais des points d'interrogation. Même chose pour Soderstrom qui est sorti 11. Je pense que Caulfield se retrouve à 15, c'était une surprise pour moi. Oui, vraiment. Boldy qui sort à 12, c'était une surprise pour moi. Puis Thomas Charlie aussi à 18, c'était une surprise. Donc, est-ce que il risque d'avoir la même affaire dans le top 7 de cette année? Je ne pense pas. À partir de 7, c'est vrai qu'il y a un gros écart entre le 7 et le Ouais. 8. C'est là où il faut pas que tu tombes, faut pas que tu tombes 8e. Mais c'est un peu le même principe qu'on regarderait à 2023 quand tu avais Smith, Bédard, Leo Carlson puis Anam Fantilli. Le 5e, tu te retrouvais un peu piégé, tu sais, parce que tu te ramassais, soit tu prenais le meilleur défenseur ou un ailier russe top. Sauf qu'il y avait ces problèmes qui venaient avec. Ouais. Donc, tu étais dans la mauvaise position. Je pense pas que dans les 7 premiers, on ait ce problème-là parce que Non. dans les 7, tu regardes le niveau de talent, tu regardes le niveau de compétitivité, tu regardes leurs attributs. Chacun ont des arguments pour se faire valoir dans un top 7. Peu importe la Ouais. position. Que tu regardes McQueen qui est à 6 et 5, qui patine comme un train, puis qui arrive, pourrait sortir 3e aussi. Là. Puis Ouais, ça ouais. serait valide aussi. Tu dirais que c'est un centre qui est gros, qui est fort, qui est solide sur ses patins, il utilise son corps comme du monde, il plaque fort. Tu dis, il a tout pour réussir. T'as Misa qui score des buts comme ça se peut plus. Puis t'as Higgins que ça fait des années qu'il produit dans le programme américain. T'as Schaefer qui est un défenseur qu'on dit tous à peu près soit numéro 2, soit numéro 1. T'as Porter Morton qui est à 2 points par match. Tu sais, t'as peut-être juste Frondel puis vous le savez que c'est pas mon joueur favori, mais il y a juste à peu près lui que tu te dis, bah, peut-être que ce serait pas le joueur idéal, mais tu sais, on disait qu'Ilias Peterson, ça allait être un joueur top 6 puis il est devenu un joueur d'élite là, dans la Ligue nationale, donc ça veut rien dire non plus. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça nous réserve des belles surprises, puis je pense qu'il va falloir absolument regarder cette année pendant le temps des fêtes. Puis là, je ne sais pas, Julien, si tu as le temps, si on va avoir le temps de le faire, mais ce serait le fun de faire des lives dans ce moment-là. Puis peut-être PO avec ton petit nouveau-né là, sur toi. Là, C'est clair que ça va me faire plaisir. Ça va être, on va avoir un temps des fêtes plus tranquille, fait que ça va être facile pour moi de m'asseoir et de regarder les matchs. Ben, il faut pas manquer ça. Je pense que ça va être très intéressant avec les gars. Oui. On pense même potentiellement à Matthew Schaefer qui va être en mesure de se tailler une place. Peut-être Je pense que oui. C'est intéressant. Peut-être comme 7e défenseur, là, mais même là, ça va lui donner de l'expérience qui vaut vraiment la peine. Là. Puis je pense qu'on. Puis il y a des gros joueurs qui s'en viennent pour l'équipe Canada là, cette année. Là. Tu parles de Matthew Schaefer qui va être un top 5 au repêchage, pardon. Un top 5 au repêchage. Mais il y a des gars en avant de lui là, que c'est des monstres. Là, on regarde Carter Yakemchuk qui pourrait jouer, Zane Parek qui pourrait jouer, Sam Dickinson qui pourrait jouer. C'est juste ça, t'as ton top 3 qui est incroyable. Fait qu'imaginez le reste. T'sais. Barclay Catton qui va probablement jouer à l'attaque. Donc, tu sais, c'est tous des gars qui sont sortis en première ronde là, cette année. Puis que ça va être le fun. Ça va être le fun. Egan là aussi avec un peu de grit. Ouais, Tejigin là, Barclay Catton, Benek Seneke. Je sais pas si Celebrini va être libéré par les Sharks, ça serait fou, mais je penserais pas. Ensuite de ça, il va y avoir plein de surprises aussi. Est-ce que Michael Age pourrait être libéré par Michigan pour venir? Bédard. Ouais, mais Bédard, techniquement, il est admissible. Il y a aussi Quiston Musty que beaucoup de monde trouve pas, qui trouve bon aussi. T'as Quentin Musty, ouais. Ouais, t'as Quiston Musty. T'as aussi un autre comment il s'appelle déjà? Andrew Crystal qui est encore techniquement éligible. T'as Callum Ritchie qui a fait de la Ligue nationale, qui a déjà scoré son premier but avec l'Avalanche du Colorado. Donc, tu vas avoir des joueurs d'expérience qui vont être là aussi.
Puis ça joue beaucoup pour les sélections du Mondial Junior. L'âge est pris en considération aussi. Ah oui, clairement. Donc, en tout cas, ça va être bien intéressant. Merci les gars d'avoir été là aujourd'hui. Donc, mot de la fin, mon Julien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va voir Michael Hage avec le Canada cette année? Écoute, moi, ce serait mon plus grand désir, Seth, ce serait vraiment ça, parce que, écoute, de pouvoir l'épier là, dans un contexte compétitif comme ça, là, comme un tournoi mondial, ça serait exceptionnel. Quoique là, avec Michigan, on a quand même du bon stock, là, on se mentira pas. Ouais, Mais c'est ça, on a quand même du bon stock pour dire qu'il devrait jouer dans la Ligue nationale, là, mais bon, quand même, là, l'avenir va nous le dire, là, mais écoute, impatient au mois de décembre, j'espère que vous serez des nôtres. On va s'arranger pour en avoir quelques-unes, certains. Là, oui. Yes. C'est sûr qu'on va s'arranger pour faire quelques matchs. Lesquels, j'ai hâte de voir l'horaire. Là. Ça va être ça qui va nous jouer. Je vais ressortir la vieille introduction de Noël. Oui, avec les boules et tout, ça va être merveilleux. Ça va être écœurant. Merci la gang, merci Julien, merci PO, Oui, merci Noah, merci puis PO. On se revoit à la prochaine. Bye bye. À la prochaine. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.